C'est un choc pour le Mali depuis ce samedi 25 avril. Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants, a perdu la vie lors des attaques ciblées à son domicile à Kati. Des attaques conjointement menées la veille par les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JNIM, affiliés à Al-Qaïda, et par le mouvement séparatiste Touareg du Front de libération de l'Azawad. Âgé de 47 ans, le numéro 2 du pouvoir en place, Sadio Camara était une figure importante du pouvoir central, dont sa mort ébranle un appareil sécuritaire déjà sous tension. L'annonce de sa mort a été faite à la télévision nationale par le général Ousmane Koulibaly. Un deuil national de 2 jours, à compter du lundi 27 avril à 0h, est déclaré sur toute l'étendue du territoire national en hommage au général Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, suite à son décès tragique survenu le samedi 25 avril 2026. Ce lundi, un calme précaire semble revenir à Bamako et à Kati, épicentre du pouvoir militaire, où les combats faisaient encore rage la veille. Une nouvelle fois, Kidal, fief de la rébellion Touareg, a changé de main. La ville clé désormais sous le contrôle des rebelles indépendantistes Touareg et des groupes djihadistes a vu les soldats russes de l'Africa Corps, organisation paramilitaire russe contrôlée par Moscou, se retirer de la ville. Ces attaques, selon les autorités maliennes, ont visé 7 localités, Bamako et Kati, Kona, Mopti et Sévaré, dans le centre du pays, et enfin Gao et Kidal, dans le nord. Pour en discuter en duplex avec nous depuis Bamako, Abdoul Niang, journaliste malien. Bonsoir Abdoul Niang. Bonsoir Monsieur Drabo. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Quotidienne Info ce soir pour discuter justement de cette situation que connaît votre pays depuis presque 72 heures maintenant. Justement 72 heures après les attaques, quelle est la situation à Bamako mais aussi dans les villes qui sont touchées par les attaques? La situation est calme à Bamako, à Sévaré ainsi que dans toutes les autres villes qui avaient été ciblées ces derniers jours par les organisations terroristes coalisées, parrainées également par certains acteurs étatiques. Hormis la région de Kidal où la riposte de l'armée s'organise et est déclenchée quelque part avec les forces de frappe de l'armée de l'air, toutes les situations sont globalement sous contrôle comme l'a dit le chef d'état-major de l'armée. Et aujourd'hui, quel est justement le ressenti des populations de façon générale? Est-ce la peur, la colère, la tristesse? Les Maliens sont toujours fiers de leur pays et de leur armée. C'est vrai, ils sont sous le choc à cause de la disparition de l'illustre ministre de la Défense, le général de corps d'armée Sadio Camara. Mais cela n'entame en rien la détermination des Maliens. Le Premier ministre l'a rappelé. Le combat pour notre dignité n'est pas à négocier. J'implore la miséricorde de Dieu sur toutes les victimes civiles et militaires de cette agression internationale contre notre pays. Et les Maliens démontreront... Pourquoi vous la qualifiez d'agression internationale, Abdoul Niang? On sait que l'attaque est revendiquée par le JNIM, qui est affilié à Al-Qaïda, et par les rebelles du Front de libération de l'Azawad. Pourquoi vous dites international? C'est vrai, les observateurs extérieurs ne peuvent pas comprendre ces dynamiques. Le JNIM, vous avez vu le communiqué du FLDC que vous appelez FLA. FLA, c'est l'ancien MNLA, qui est le partenaire de la France et de l'aménagement. C'est écrit dans leur texte et ils l'assument depuis 2013 jusqu'à leur expulsion de notre territoire. C'est la réalité que beaucoup ne comprennent pas et ils font des analyses à côté. Le JNIM est une organisation terroriste qui est soutenue et parrainée par l'État de l'Algérie. Donc, ces organisations terroristes ne sont que des proxys qui agissent au nom d'un État qui ne peut agir publiquement et ouvertement. Ce sont des accusations particulièrement graves, Abdoul Niang. Est-ce que vous en avez les preuves? Par exemple, sur le cas algérien, par exemple. On sait que diplomatiquement, d'ailleurs, on sait que votre pays et l'Algérie ne sont pas en odeur de sainteté. Et d'ailleurs, c'est l'autre question que j'allais vous poser aussi. Est-ce que c'est pas le fait d'avoir reconnu aussi le Sahara, le Sahara occidental comme territoire marocain, finalement, qui a entraîné tout cela? Il faut demander à ceux qui ont travaillé dans l'aménagement. Les soldats ivoiriens ont travaillé dans l'aménagement. Le MNLA est un partenaire de l'aménagement et un partenaire de la France. Les documentaires existent pour attester de cela. Yad Agali et tous les leaders du JNIM sont sur le territoire algérien. Vous avez vu, c'est pas pour rien que l'Algérie a abattu un drone malien. C'était pour protéger ces terroristes de haut profil. En 2016, le journal Le Monde a écrit que Yad Agali était dans un hôpital à Tamaracet. Aujourd'hui, vous reconnaissez que l'Algérie a abattu un drone malien. À l'époque, il avait été dit que le drone s'est écrasé, officiellement. Mais ils ont dit qu'ils ont abattu parce que les drones avaient franchi leur territoire.
Il fallait aller démentir ça devant la Cour internationale de justice. Mais vous avez vu qu'ils ont refusé d'aller s'assumer là-bas. Donc ça en dit long déjà sur cette réalité. En 2016, le journal Le Monde a révélé que Yad s'est soigné dans un hôpital de Tamaracet et que l'armée française voulait agir contre lui, mais elle a eu peur pour ne pas froisser les Algériens. Les travaux du Britannique Jeremy Kennan expliquent assez la complicité de l'Algérie dans cette histoire de terrorisme au Sahel. Un officier malien des renseignements maliens, le colonel Ould Lemana, avait dénoncé que l'État algérien est au cœur de AQMI. Le lendemain, il a été abattu chez lui à Tombouctou. Donc, face à des réalités que vous ne comprenez pas, ça fait que les conclusions sont toujours biaisées et même complètement hors sujet. Non, Abdoul Niang, vous ne pouvez pas dire que nos conclusions sont biaisées. Nos conclusions ne sont absolument pas biaisées. Et c'est d'ailleurs pourquoi nos chroniqueurs en plateau ont aussi donné leurs avis. Shadrack Bouguet, d'ailleurs, nous a rejoint. Il est consultant en défense et sécurité internationale. Bonsoir. Bonsoir, M. Drabo. Déjà, lorsqu'on fait la lecture des événements qui sont arrivés au Mali, on ne peut qu'être sidéré, mais cela s'inscrit dans une dynamique globale d'insécurité dans le monde. À l'instar d'autres régions du monde, l'Afrique aujourd'hui est en proie à une insécurité croissante. Lorsqu'on prend par exemple la région des Grands Lacs, lorsqu'on prend le bassin du lac Tchad, un peu vers l'Afrique australe avec les difficultés qu'on peut rencontrer dans le Cabo Delgado, mais aujourd'hui dans le Sahel, on se rend compte que l'Afrique même, en général, de manière globale, est aujourd'hui ébranlée et fait face, à côté de ces défis de développement, aux défis de paix et de sécurité. La situation malienne, elle est inédite. Elle est vraiment triste dans la mesure où ce n'était pas une situation, ce n'était pas un événement auquel on aurait pu s'attendre, surtout dans le contexte actuel. Nous avons plus ou moins constaté avec joie, avec contentement, la reprise de la ville de Kidal, qui était un symbole qui avait été perdu pendant un moment. Et avec la conquête du pouvoir d'État, la conquête de la ville de Kidal par les autorités étatiques de Bamako, les autorités de transition, on était contents, on a tous salué cela. Mais aujourd'hui, avec la perte de cette ville stratégique-là, on se demande aujourd'hui, est-ce que la junte n'est pas n'est plus en mesure aujourd'hui d'assurer la sécurité des Maliens? Mais cela s'inscrit dans un contexte global d'une trajectoire de dégradation de la situation sécuritaire. C'est le miroir aujourd'hui de la réalité sur le terrain. Et franchement, déjà, il faut saluer la résilience du peuple malien, parce que ce n'est pas facile avec déjà le blocus que les Maliens ont connu récemment lors du dernier trimestre de l'année 2025, et également toutes ces attaques, toutes ces morts, cette violence psychologique, physique que le Mali endure aujourd'hui. C'est franchement quelque chose de condamnable et on ne peut pas accepter cela. Et franchement, c'est à condamner et nous partageons aujourd'hui, nous compatissons aux difficultés que le Mali rencontre aujourd'hui. Docteur Kameno? Oui, la première réaction qui me revient, c'est par rapport au peuple malien, parce que une guerre, ce sont des vies brisées, ce sont des familles disloquées, c'est une reconfiguration même de l'espace et des relations. J'ai deux questions pour notre invité en duplex. Au regard de l'attaque qui était vraiment coordonnée de façon stratégique et puis de l'alliance entre ces deux groupes qui apparemment n'avaient rien en commun, mais qui se sont mis en commun par rapport à l'objectif, qu'est-ce qui a manqué au niveau de l'anticipation, du renseignement pour éviter que cette attaque soit vraiment coordonnée de cette façon? Et la deuxième question, on a observé sur les réseaux sociaux que Africa Corps aurait négocié son départ avec l'Algérie. Est-ce que les autorités maliennes étaient informées des négociations et quelle était leur position vis-à-vis de cela? Abdoul Niang? Bon, je commence par la deuxième question. Il paraît que les Russes ont abandonné le Mali. Il ne faut pas oublier que dans le Sahel, la guerre se mène dans un champ immatériel. Ça, c'est celui de l'information. Et qui a intérêt à discréditer le partenariat avec la Russie. Il faut bien voir ces acteurs et voir leur position par rapport au terrorisme au Sahel pour comprendre ce qui se passe réellement. Je ne commente pas ces rumeurs parce que nous parlons d'un sujet assez sérieux qu'est le terrorisme international. En plus de ça, la première question... Non, Abdoul Niang, vous ne pouvez pas passer par devers ce sujet. C'est un sujet de grande importance. Je vais dire, Africa Corps, c'est le partenaire le plus stratégique aujourd'hui de l'État malien, du gouvernement actuel de la République du Mali, dans la lutte contre le terrorisme. Donc vous ne pouvez pas passer sous silence ce sujet. Est-ce que le gouvernement, selon vos informations de journalistes proches du régime en place, est-ce que le gouvernement a été associé aux négociations du départ d'Africa Corps? Est-ce que vous avez la preuve qu'il y a eu une négociation? Donc, c'était pas prudent pour l'expert de venir sur les plateaux. Très bien. Alors, on va reformuler. Excusez-moi. C'était pas prudent pour un expert de venir sur les plateaux raconter cela sans consulter la page officielle de Africa Corps qui a publié les vidéos de ses interventions en direct. On va reformuler. Vous avez vu combien de terroristes ils ont abattu et combien de véhicules ils ont détruits, dont des véhicules blindés. Abdoul Niang, on va reformuler. On va reformuler. Permettez qu'on reformule. C'est important de ne pas passer sur le sujet. Est-ce que Africa Corps aujourd'hui est vraiment parti du Mali? Est-ce qu'ils ont quitté Kidal?
Il faut demander la preuve à ceux qui tiennent ces discours. Nous, on sait ce qu'on est en train de faire et sur le terrain, la réalité est tout autre. Je vous ai dit que la guerre se mène sur un terrain immatériel, celui de l'information dans notre pays, et qui a intérêt à discréditer les partenariats avec la Russie. Posez cette question aussi. Deuxième question, ils essaient de mettre en doute la capacité d'anticipation, c'est-à-dire les renseignements. Et je pense que le patron des services secrets ivoiriens ne sera pas content de vous si vous entendez dire qu'il a été incapable lors des attaques terroristes contre le Grand Bassam. C'est ignorer complètement la nature de ces phénomènes asymétriques et la nature de l'ennemi qui est adaptatif également. Est-ce que vous pensez que le 11 septembre est l'indicateur de l'incapacité des Américains à protéger leurs citoyens? Est-ce que vous pensez que la France a été incapable de sécuriser ses citoyens parce qu'il y a eu des attaques terroristes simultanées le 13 novembre 2015, y compris à quelques mètres du président de la République qui était dans un stade de football. Je crois que c'est des affirmations... Vous avez posé beaucoup de questions. À notre décharge, Abdoul Niang, on dira peut-être qu'aucun de ceux-là n'ont fait un coup d'État et n'ont dit qu'ils viendraient pour mettre fin à une situation qui n'avait que trop duré pour enlever les populations dans la souffrance. Donc quand 5 ans après, une telle situation arrive et qu'on arrive à avoir des terroristes dans la ville Gardisson, au cœur même du régime, il y a à se poser des questions. Donc reconnaissez que la question a bien un sens. Nous sommes en train de parler de deux choses différentes. Et en tant qu'un expert de défense sur le plateau, il ne fallait pas faire cette confusion parce que vous confondez la perfection et la vulnérabilité. Et nous sommes en train de parler de la résilience. Aucun système sécuritaire n'est infaillible, aucun au monde. Et les renseignements également peuvent avoir des informations. L'information n'est pas le renseignement. Les informations peuvent être incomplètes ou ambiguës. Il faut un travail pour savoir. Il faut aussi, souvent même quand vous interpellez des suspects terroristes, les cellules sont cloisonnées, ce qui fait que l'interpellation de 2 ou 3 personnes ne permet pas de démanteler l'ensemble du réseau. Ça, c'est pour ceux qui connaissent les renseignements. En plus de ça également, vous parlez de Kati, de Bamako. Et pourquoi vous ne parlez pas de New York? Ça, c'est le cœur même de la première puissance mondiale qui a été frappée avec plus de 3000 victimes. Vous pouvez parler de cela. Mais pourquoi celui du Mali serait toute la résultante d'un échec, d'une approche sécuritaire? Très bien, merci beaucoup, Abdoul Niang. Qui a intérêt à construire ces narratifs. Merci, on va permettre à Oumar Gaël Lakpa de faire son intervention aussi. Oui, en tout cas, moi d'abord, d'entrée, je voudrais vraiment apporter tout mon soutien, notre soutien au peuple malien qui est un peuple frère. Et ce qui se passe au Mali, faut être clair, ça n'arrange personne dans la sous-région, d'autant plus que je ne pense pas que les autres pays autour, même ceux qui ne sont même pas de l'AES, soient pour que le FLA ou bien le JNIM prennent le pouvoir au Mali. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que le Mali, c'est une zone stratégique. Nous sommes voisins à ce pays-là. Et nous autres analystes, qu'est-ce que nous apprenons? Nous avons tous été informés au matin du 25 qu'il y a eu des attaques coordonnées au niveau du Mali, alors que le Mali est dirigé par des militaires depuis 6 ans. Donc, tout à l'heure, lorsque Dr Kaminan parlait, il a parlé d'une certaine stabilité qu'on avait vue. Il y avait plus assez il y avait quelques attaques sporadiques par endroit, la sécurité n'étant pas totale, mais sincèrement, ce qui s'est passé le samedi dernier était vraiment d'une grande violence, était jusqu'à toucher 7 villes à la fois. Bamako même était visé, et à la suite de cela, le ministre même de la Défense est tombé. Ça veut dire beaucoup dans une guerre. Le ministre de la Défense qui tombe, tout en sachant après que le président de la République même était la cible. C'est vraiment un coup dur, je pense. Et puis, jusqu'à présent, si on n'entend pas le président de la République, c'est vrai, il y a eu des sorties, des communiqués, mais le président de la République, pour l'instant, ne s'est pas encore exprimé. Je pense qu'à la suite de tout cela, si on veut faire une analyse claire, sans passion, on voit cela comme ça peut créer un risque de tension interne, ça peut aller jusqu'à un certain affaiblissement de l'armée malienne après tout ce qui s'est passé. Quand encore on sait que Africa Corps, qui est le remplaçant de Wagner dans le temps, a finalement sorti de Kidal. Ils sont sortis, ce sont des faits. Ce sont des faits, voilà, on n'a pas besoin de dire que ce sont des incantations, bien quoi que ce soit. Non, ils sont sortis, on a tous vu les informations. Si ce n'est pas le cas, on ne l'aurait pas dit. Maintenant, notre intervenant, s'il peut nous sortir des éléments pour nous dire qu'ils sont encore là et nous démontrer, oui, moi j'ai vu un communiqué hier, j'ai vu des images où ils étaient en train de sortir encadrés. Là, c'est factuel. Maintenant, à côté de cela, moi je dis que la question, elle intéresse tout le monde. C'est pour ça que, vous voyez, l'actualité se passe au Mali, et puis ici on en parle. Il faut qu'on trouve une solution. La solution, là, moi je pense que depuis 6 ans, les autorités maliennes ont toujours essayé l'option militaire. Mais est-ce que l'option militaire en question, seule devant cette problématique-là, ne trouve pas ses limites? Parce qu'on a l'impression que finalement tout échappe aux militaires qui sont aux affaires. Et comme je le dis, c'est vrai, c'est un peu difficile. Aujourd'hui, c'est pas joli de voir tout ce qui se passe dans ce pays-là. On soutient ce pays, mais on peut par exemple essayer une approche diplomatique. On peut calmer le jeu. Parce qu'avec ce qui s'est passé,
Quand le JNIM et le FLA, aujourd'hui, ils sont confortablement installés. Même si aujourd'hui l'armée sort des communiqués pour dire qu'ils sont en train de faire la riposte, mais ils sont installés, l'armée russe s'est retirée, mais eux, actuellement, ils sont en position de force. Ce qui veut dire que les violences vont certainement continuer ces derniers temps. Est-ce que le peuple malien profite de cette situation? Non. Le peuple malien mérite quoi? Il mérite de se lever le matin à 7 h, aller à l'école et revenir à la maison. Le Malien mérite de se lever le matin, aller au travail et rentrer. Mais si on est dans cette atmosphère depuis combien de temps, finalement, on ne se retrouve pas dans un pays. Et la plupart du temps, ceux qui sont dans les zones impactées fuient. Ça fait un gros flux de réfugiés qui fuient. Ils viennent soit vers la Côte d'Ivoire, comment on appelle, le Ghana et la plupart des endroits où il y a justement un peu de paix. Tout ce qu'il faut au Mali, c'est la stabilité. La solution n'est pas forcément dans la communication qu'on fait. Quand quelque chose se passe, il faut que les autorités là-bas disent quelque chose qui pour faire plaisir, pendant que de l'autre côté, d'autres disent non, ce n'est pas la réalité. Je pense qu'il faut que, honnêtement, le peuple malien et ses autorités s'asseyent pour regarder. Moi, je pense qu'il y a une solution à cela. Elle n'est pas forcément militaire, parce que depuis plus de 6 ans, ils sont restés sur cette seule option et ça n'a pas encore payé. Très bien. C'est moi, Josias? Alors moi, j'aimerais d'abord m'adresser aux Ivoiriens qui nous écoutent, personnellement particulièrement. Généralement, surtout depuis que ce sujet fait l'actualité, il y en a qui se permettent de rire ou de se moquer du Mali, qui pensent qu'on est en train de jouer. À la réalité, c'est la Côte d'Ivoire aussi qui pourrait être en danger. Les Ivoiriens, vous en avez vu où? Oui, parce que sur mes réseaux, figurez-vous que je parle régulièrement de l'actualité. Et après des posts relativement à cela, j'ai reçu aussi bien des commentaires que des messages même personnels qui disaient ce genre de choses. Alors, je veux dire que ce qui se passe au Mali nous concerne directement. Parce que si le Mali tombe, par exemple, demain, la prochaine étape, ça pourrait être la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire que ça sera la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est aussi un pays stratégique pour ceux-là qui veulent installer le calife. Ce qu'il faut comprendre surtout au niveau de cette actualité, c'est que c'est impossible, inconcevable que les dirigeants qui réalisent un coup d'État, qui promettent que l'une des premières choses, si ce n'est la chose la plus importante pour eux, ce sera la sécurité, puissent être frappés à telle enseigne qu'ils démontrent qu'ils n'ont rien réussi ou ne peuvent pas réussir du point de vue sécuritaire. S'ils n'arrivent pas à développer le pays, on peut dire qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le premier truc qu'on va leur réclamer. Mais lorsqu'ils n'arrivent pas à défendre le pays, ça devient problématique. C'est là qu'on se demande à la réalité, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que on ne doit pas penser même à les chasser ou à même réaliser un autre coup d'État contre cela parce qu'ils sont incapables? On remet beaucoup de questions sur la table parce que ce qu'ils nous ont promis, c'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Et on va même vers la disparition de l'État. Parce que là, c'est plusieurs localités qui sont en train d'être prises. Peut-être même Bamako pourra être prochainement, je ne le souhaite pas, mais au regard de ce qui peut se passer ou en train de se passer, être pris. Ce qu'il faut noter, c'est que cette réalité-là est en l'avantage de ceux-là qui attaquent le pays. Mais à côté, il y a aussi le travail qui est fait par les autorités du Mali. Vous voyez, c'est vrai. Ils n'arrivent pas à défendre le pays. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment ça se fait que le Mali, qui est un pays, qui est surtout l'une des puissances militaires dans notre sous-région, et selon les derniers chiffres, qui est devant même la Côte d'Ivoire, notre pays, n'arrive pas à se défendre face à ces deux mouvements qui se sont associés aujourd'hui. Lorsqu'on va sur le terrain... Je dis que la solution n'est pas forcément militaire. Exactement. Lorsqu'on regarde par exemple sur le terrain, on se rend compte qu'il y a même des armements qui sont incompréhensibles. On se demande d'où est-ce que ça vient, ces rebelles-là les ont. Des drones kamikazes, des bazookas, des armements même qui sont vraiment difficiles à... On ne peut pas facilement savoir d'où est-ce que ça vient. On se pose la question de savoir qui ou comment cela réussit à se faire de l'argent à telle enseigne qu'ils sont si puissants. Qui les soutient, mais comment est-ce qu'ils sont soutenus? Donc beaucoup de questions émergent à partir de cet instant. C'est pourquoi moi, je me pose une question. Est-ce que la méthode qui est choisie aujourd'hui au Mali, c'est la méthode qu'il faut utiliser ou qu'il faut choisir, c'est-à-dire répondre avec l'armée ou répondre avec les armes? Ceux qui sont en face viennent de démontrer que si vous voulez répondre avec les armes, nous aussi on a un certain niveau. Je me rappelle qu'avant cet événement qui est survenu le 25, il y a le 22 avril 2026, une rencontre très étrange entre M. Ouma Mariko et le JNIM. L'objectif, du moins ce qu'on nous dit, c'est de libérer 17 soldats. C'est ce qu'on nous a dit. Et dans le discours qui est tenu par M. Ouma Mariko, il propose... Il a rencontré 17 soldats, il aurait permis la libération de 4. C'est ça. Dans son discours, il propose qu'on passe à la négociation. Il dit que le conflit ne pourra jamais aboutir si on utilise la voie de l'arme, donc la guerre. Il propose quelque chose qui, pour moi, a attiré mon attention suite à ce qui s'est passé le 25. Parce que, vous voyez, ça peut s'entendre comme le véritable objectif de ces deux mouvements-là. À la réalité, ils n'ont rien en commun, ces deux mouvements. Il y a un qui veut prendre le territoire, du moins une partie du territoire. Il y a un qui veut installer le calife dans tout l'État, donc prendre le pays. Mais on se demande comment est-ce qu'ils, ou du moins, pourquoi est-ce que ces deux-là s'associent aujourd'hui pour attaquer le Mali. C'est pourquoi, moi, je suis tenté par cette idée qui nous fait croire que l'objectif, à la réalité, c'est de forcer l'État malien à venir sur la table de la négociation pour passer à des actes de négociation qui pourraient permettre qu'on ait une sortie sur cette base-là. Peut-être qu'aujourd'hui, le ministre de ce pays, qui est aussi un soldat, peut-être même l'un des plus protégés qui a perdu la vie, pourrait être un signal fort, en sens où aujourd'hui, les Maliens vont se remettre en question, parlant des dirigeants. C'est déjà un signal fort, oui, mais en fait, pour ne pas aggraver la situation, je me permets de elle est déjà suffisamment grave. Donc,
on peut se dire aujourd'hui qu'ils vont se remettre en question au niveau du renseignement, se remettre surtout en question au niveau de la méthode et peut-être trouver ce qui pourra convaincre, mais surtout sortir leur pays de ce qui est en train de se passer. Et en même temps, il faut que les Ivoiriens comprennent que ce qui se passe au Mali, ça concerne tout le monde. Si le Mali tombe, c'est nous qui sommes en danger. Honnêtement, je pense que les Ivoiriens sont conscients de cela. D'ailleurs, même quand vous parlez de vos followers, je veux dire, les noms de vos followers n'en font pas forcément des Ivoiriens, quoi. Alamine Fofana. Oui, naturellement, je m'associe à mes prédécesseurs pour apporter tout mon soutien au peuple malien qui vit ces épreuves difficiles. On prie pour que la situation puisse le plus vite possible se rétablir. Mais dans les cas de politique et de géopolitique, si la prière suffisait, il y a beaucoup de problématiques qui allaient se régler très rapidement. Par rapport à la situation, il y a des faits d'abord à rappeler. Dans les situations géopolitiques, il y a ce qu'on appelle la diatopie et la diachronie. Donc l'évolution des faits dans l'espace et l'évolution des faits dans le temps. Il y a Josias qui a parlé de deux choses assez importantes. Il a parlé de l'élément Ouma Mariko, il a parlé aussi d'où viennent les financements. Il faut rappeler qu'en fin septembre 2025, il y a eu 2 ressortissants émiratis qui ont été enlevés par le JNIM et un ressortissant iranien. Suite à cela, il y a eu une négociation, ils ont été libérés par le paiement d'une rançon. Et selon certaines sources, cette rançon-là avoisinerait les 50 millions de dollars. Aujourd'hui, quand on parle de l'imam Diko, qui est quelqu'un qui compte dans la scène politique malienne, en exil en Algérie, qui a accepté d'être le référent républicain de la coalition des forces pour la République, ça doit nous interpeller. Aujourd'hui, quand on parle de Ouma Mariko, qui lui aussi en exil, ancien soutien du régime, et il faut rappeler que le dossier des 17, il rentre clandestinement au Mali. Ça doit nous donner des éléments. Si l'argent est le nerf de la guerre, la stratégie est la loupe de la guerre. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on rentre dans le dialogue de sourds. En réalité, c'est le peuple qui détruit le peuple au nom du peuple. Donc on a une partie du peuple qui prétend travailler pour le peuple et on a une autre partie du peuple qui prétend mieux travailler pour le peuple que ceux qui prétendent réellement travailler pour le peuple. Donc ceux qui sont en exil vont estimer que les dirigeants actuels ne travaillent pas pour le peuple, ils sont venus au pouvoir de manière illégale, illégitime, et le gouvernement aussi va estimer que c'est ceux qui sont dehors qui en réalité sont les traîtres de la République et ne travaillent pas pour le peuple. Donc c'est un dialogue de sourds. Et dans ce dialogue de sourds-là, on a une population qui souffre. Moi, en réalité, aujourd'hui, j'aimerais proposer des solutions parce que je ne suis pas contre la multiplicité des analyses. L'analyse de Josias, ça s'entend. Si on veut faire un paradoxe entre les promesses initiales du régime et les réalités apparentes aujourd'hui, on peut le faire. On peut le faire. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne aux fondamentaux. Le réel problème de la situation, c'est une situation de gouvernance. La raison pour laquelle, dans un système politique, il y a 4 entités, ce n'est pas fortuit. En fait, ce n'est pas par plaisir que les entités existent. La première demande d'une population, c'est les besoins et aspirations. C'est ce que David Hudson, théoricien politique nord-américain, appelait inputs. Les populations ont des besoins et aspirations. Et les besoins et aspirations des populations doivent être transformés par ce qu'il appelle black box, les pouvoirs publics. Mais les pouvoirs publics, là, ils doivent être frappés d'une légalité et d'une légitimité. Dans notre cas de figure, la légalité est l'affaire des urnes et la légitimité est l'affaire de l'efficacité de la gestion publique. De cela va découler les outputs, donc les politiques publiques, qui sont un ensemble de recueils à mettre en œuvre à court et moyen terme pour atteindre les besoins que les Maliens veulent. Et là-bas, on parle technicité, on parle technocratie, on parle mutualisation des intelligences. Donc c'est les Maliennes et les Maliens dans leur multiplicité qui doivent collaborer pour arriver à ce résultat. Et finalement, le dernier élément, c'est les black box, donc la réaction des populations. Donc la situation qu'on observe aujourd'hui, c'est une situation de feedback négatif. Donc quand les populations, à tort ou à raison, vont estimer qu'ils ne sont pas satisfaits de la gouvernance, le feedback sera négatif. Le feedback négatif, c'est la partie politique. Le feedback négatif, c'est la guerre. Le feedback négatif, c'est la multiplicité des attaques. Ce qui est assez inédit aussi au Mali, contrairement aux pays comme le Burkina et le Niger, c'est qu'on a une attaque coalisée. On a un côté Azawad, laïque, Touareg, qui ont des revendications culturelles. Et on a un autre côté, le JNIM, qui a une revendication religieuse. Donc si aujourd'hui on assiste à une attaque coalisée vis-à-vis de l'ennemi commun aujourd'hui, qui est le gouvernement malien, c'est assez symptomatique. Aujourd'hui, moi je pense que la réalité, c'est vraiment de pouvoir ébranler, voire même prendre la capitale. Parce que quand on regarde aussi la nature des acteurs qui ont été attaqués, par exemple le ministre de la Défense, qui paie la vie, paie à son âme, et le chef des renseignements, c'est pas le ministre de l'économie, c'est pas le ministre des Finances. Donc il y a une réelle volonté de nuisance pour pouvoir déstabiliser le système de gouvernance militaire. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il faut avoir l'humilité. Parce que la gouvernance, là, c'est pas qui a raison. C'est pas entre le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire, le Mali qui aura raison. C'est qui va proposer des solutions de sortie des crises. Je termine sur ça. Donc aujourd'hui, il ne faut pas rentrer dans l'ego du pouvoir. L'ego du pouvoir, c'est de nier la finalité exclusive de la politique et assurer le bonheur de nos populations par rapport à la volonté de vouloir avoir raison. Coûte que coûte, vaille que vaille. Donc aujourd'hui, il faut ouvrir. Si le Mali est aujourd'hui disposé à collaborer avec des acteurs russes, le Mali peut collaborer aujourd'hui avec la CEDEAO, qui sont un peu plus proches et qui connaissent un peu mieux la réalité. Il y a toujours un peu de bien dans le mal.
il y a toujours un peu de mal dans le bien. Oui, il y a des réalités historiques qui sont passées. Mais aujourd'hui, on peut répartir sur de nouvelles bases par rapport à une certaine collaboration qui peut aider le gouvernement. C'est bien entendu, Lamine Fofana. Merci beaucoup, messieurs, pour vos premières analyses.